Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance d'information sur les mathématiques. Euh, J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous voyez mon écran, j'espère que tout va bien. Ce que je vous propose comme façon de faire, façon de procéder, c'est que donc, je vais faire une petite présentation de 10 minutes maximum sur, voilà, sur les études en mathématiques, notre section de mathématiques à Genève. Et si vous avez des questions, euh, je vous propose de… Peut-être on va attendre quand même la fin de ma petite présentation de 10 minutes. Et puis à ce moment-là, vous pouvez les poser. Et peut-être vous pouvez essayer de lever la main ou alors si vous pouvez utiliser le chat comme vous voulez. On va essayer à ce moment-là de répondre voilà, à quelques questions. Et puis ensuite, mon collègue Sylvain Sardy va faire une présentation scientifique voilà, sur un projet de recherche qu'il a. Je m'excuse, je ne me suis même pas présenté. Je suis David Chimazoni, mon nom apparaît à l'écran. Je suis enseignant-chercheur à la section de mathématiques, mais je suis aussi conseiller aux études de la section. Euh, Bien, je pense que je peux commencer sans autre. Donc voilà, je vais vous présenter un tout petit peu les mathématiques à Genève, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que faire un bachelor en mathématiques à Genève, pourquoi c'est une bonne idée de venir chez nous, etc. Alors, voilà, donc le bachelor en mathématiques. Donc, comme tous les bachelors en sciences sauf erreur, il vaut 180 crédits. Ça veut dire que la durée standard est de 6 semestres, 3 ans d'études, et vous avez jusqu'à 10 semestres pour le faire, 5 ans. Et bien sûr, le contenu, vous pouvez imaginer ce qu'il y a. Ben, il y a les bases des mathématiques. Vous apprenez les bases des mathématiques, enfin, des bases quand même déjà assez larges, hein, mais donc l'analyse, de l'algèbre, de la géométrie, de la logique, des mathématiques discrètes, de l'analyse numérique, de la topologie, des probabilités, des statistiques. C'est assez large. Mais là-dessus, en plus de cette formation de base en mathématiques, vous avez aussi un petit peu de programmation, un petit peu de physique. Et puis, en dernière année, en troisième année, vous avez des cours avancés à choix. Donc, on a cette formation de base qui est un sorte de tronc commun qui fait essentiellement 2 ans et demi, on peut dire. Et voilà, tout à la fin, vous avez encore vous pouvez choisir un petit peu des sujets avancés qui vous intéressent plus que d'autres. Et bien sûr, donc l'objectif, c'est, on peut dire, l'acquisition de la méthode mathématique, c'est-à-dire une rigueur dans le raisonnement et bien sûr une solide culture dans le domaine mathématique. Voilà ce qu'on peut faire en 3 ans bachelor. Concrètement, comment s'organise le bachelor? Donc, vous avez, c'est des chiffres indicatifs, hein, mais en gros, vous avez chaque semaine entre 10 et 14 heures de cours, ce qu'on appelle cours ex cathedra, c'est-à-dire vous êtes un cours où, disons, si la situation sanitaire le permet, vous êtes dans un grand auditoire, il y a le prof qui est devant au tableau, il explique des choses et vous êtes assise dans l'auditoire et voilà, vous prenez des notes. Ça, c'est ce qu'on appelle un cours ex cathedra. En ce moment, bien sûr, ça se passe sur Zoom, mais bon, on espère que ça va revenir à la normale. Vous avez ensuite à peu près une dizaine d'heures d'exercices. Alors, les exercices, vous êtes par plus petits groupes. Vous voyez, dans les cours, vous pouvez vous retrouver à facilement 100, 200 dans un auditoire. Les exercices, vous êtes par plus petits groupes, idéalement peut-être une trentaine d'étudiants, vous êtes avec un assistant et vous discutez des problèmes plus concrets, vous essayez de résoudre des exercices, vous allez peut-être vous au tableau aussi, etc. Ça, c'est les exercices. Et là-dessus, on a une originalité en première année. On a 1 heure par semaine de travaux pratiques. Là, vous êtes par groupe de 3 ou 4 avec un assistant ou un moniteur peut-être, hein, c'est un étudiant plus avancé. Et là, vous êtes vraiment au tableau et vous discutez avec lui et vous résolvez des exercices. Vous avez là un encadrement un peu plus personnalisé. Mais là, évidemment, si on fait le total de ces heures, on pourrait avoir tendance à se dire « Ah, mais c'est génial, là, je fais le total, voilà, 14 plus 10 plus 1, bon, ben voilà, 25 heures de travail dans la semaine, c'est chouette, c'est pas très difficile, je vais pouvoir faire plein de choses à côté. » Alors, il faut faire très attention, l'essentiel du travail se fait hors de ces heures de présence en classe. C'est-à-dire que
l'essentiel du travail se fait en dehors, vous êtes voilà, seul ou en groupe à essayer de résoudre l'exercice, essayer de relire les notes de classe, de cours, essayer de comprendre les démonstrations, etc. etc. D'accord. Donc ça, il faut bien faire attention que le nombre d'heures de présence est relativement limité, mais le nombre de travail est quand même très conséquent. Et alors, on demande souvent quelles sont les aptitudes requises par un étudiant en maths. Et très souvent, la fausse réponse qu'on a tendance à imaginer, c'est qu'il faut être très intelligent. Alors, je ne dis pas que ça, c'est clairement une force, je ne dis pas le contraire, mais ce qu'il faut plus que ça, c'est qu'il faut beaucoup de force de travail et de la ténacité. C'est-à-dire que quand un étudiant arrive, s'il est très intelligent mais qu'il ne travaille pas, ça ne va pas marcher. Si un étudiant arrive et qu'il est suffisamment intelligent, mais surtout qu'il a très, 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 très envie de comprendre, alors là, ça va marcher. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que on arrive tous avec nos forces et nos faiblesses, mais quand on se retrouve avec tout ce matériel à comprendre, à digérer, ce qu'il faut, c'est de la force du travail et bien sûr du goût, un goût pour les mathématiques. Ça, c'est quelque chose peut-être d'important. Je ne conseille jamais de prendre cette filière-là par défaut. Il ne faut pas prendre ça en se disant, bon, je ne sais pas trop quoi faire, oh, les maths, ça a l'air sympa. D'accord. Il faut vraiment avoir un goût pour ça parce que, encore une fois, la quantité de travail qui est demandée fait que c'est difficile de se motiver pour 3 ans de travail juste en se disant, voilà, dans 3 ans, j'aurai un bon job ou comme ça. D'accord. Donc là, je pense vraiment qu'il faut avoir du goût pour les maths. Bon, là, je parle un tout petit peu du master en maths. C'est juste, bon, peut-être que… Oui, ok, j'en parle un tout petit peu. Donc voilà, le master en maths il va normalement valoir très bientôt 120 crédits. Donc voilà, ça veut dire 2 années normalement réglementaires d'études, et puis vous pouvez aller jusqu'à 4 ans. Et là, cette fois, c'est la fin du tronc commun, c'est-à-dire que c'est que des cours avancés à choix. Et ce qu'il y a une option assez chouette que vous avez à ce moment-là, c'est de prendre des cours à option qui sont des cours hors de la section de maths. Il y a des cours qui doivent quand même avoir un vague rapport avec les mathématiques, mais vous pouvez prendre des cours en physique, des cours en économie, des cours en chimie, en biologie, tant qu'il y a un aspect mathématique dedans. Et puis, vous avez aussi un travail de lecture. Vous pouvez imaginer un peu ce que c'est, un séminaire, où vous êtes dans une salle avec d'autres étudiants et vous faites un exposé. Et à la fin, le master est validé par la rédaction d'un mémoire de recherche. Vous avez une initiation à la recherche. Et donc, ce n'est pas tant le sujet aujourd'hui, on parle plus du bachelor, mais voilà, le master, l'objectif du master, c'est d'approfondir la connaissance mathématique que vous aurez acquise pendant le bachelor. Et puis, une petite initiation à la recherche. Une initiation à la recherche dont la profondeur, disons, va dépendre de ce que vous ferez plus tard. Il faut aussi noter qu'il y a d'autres masters possibles. Alors là, on ne va pas se mentir, l'essentiel de nos étudiants, l'essentiel des étudiants qui font un bachelor en maths, font ensuite le master en maths. C'est le cursus, c'est la suite logique. Mais si vous êtes prêt à faire des compléments d'études à la fin de votre bachelor, vous pouvez vous réorienter vers un très grand nombre d'autres masters dont j'ai donné une liste ici qui n'est certainement pas exhaustive. Master bidisciplinaire, mathématiques et sciences informatiques, sciences d'environnement, neurosciences, etc., etc. Donc, encore une fois, je ne prétends pas que vous pourrez directement vous inscrire à ce master à la fin de votre bachelor, mais sans doute que les responsables de ce master diront « Ok, alors là, vous avez ce qu'il faut au point de vue maths et ça, peut-être qu'il faudra faire encore quelques crédits dans cette direction et puis après, vous pourrez vous inscrire. » Donc, ce genre de passerelle est tout à fait possible. Question importante, bien sûr, quel débouché le débouché principal, il faut le dire, c'est l'enseignement. Donc, l'enseignement dans le secondaire public surtout, c'est-à-dire voilà, au cycle, au collège, mais aussi dans des hautes écoles spécialisées. Il y en a un certain nombre à Genève. Donc, ça représente, disons, le débouché principal. Ensuite, il y a la recherche fondamentale. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment passionné par les mathématiques, eh bien, vous pouvez, comme mon collègue Sylvain et moi-même, après votre master, faire une thèse et ensuite voilà, continuer à faire de la recherche, publier des articles scientifiques et voilà, pourquoi pas faire une carrière académique. Ça, bien sûr, c'est en cas d'intérêt très prononcé, de goût très prononcé pour la recherche.
Mais il y a, au-delà de la recherche fondamentale à caractère académique, il y a aussi la recherche appliquée. C'est-à-dire vous pouvez vous retrouver à faire de la recherche appliquée, je ne sais pas, en météo, en neurosciences, en statistique. Alors ça, Sylvain s'y connaît plus que moi cet aspect-là. Il y a aussi bien sûr le secteur financier. Donc un grand nombre de mathématiciens se retrouvent à travailler dans les banques, les assurances, la gestion de fortune parce que disons que les qualités analytiques d'un mathématicien sont bienvenues dans ce secteur. Mais il y a plein d'autres secteurs. J'ai mis comme dernier débouché ou famille de débouchés toute entreprise où les qualités analytiques sont requises. Donc voilà, des entreprises suffisamment conséquentes pour avoir besoin de quelqu'un avec les qualités analytiques d'un mathématicien va embaucher des mathématiciens. Voilà pour les débouchés. Donc je pense on peut raisonnablement dire qu'il y a de nombreux débouchés aux études en mathématiques. Je n'ai pas une vision suffisamment panoramique de tous les diplômes, etc. Mais personnellement, je ne connais pas de diplôme qui offre plus de débouchés que ça. Voilà, il s'avère que la société dans laquelle on vit en ce moment requiert beaucoup de gens avec des qualités analytiques. Les mathématiciens en sont. Donc voilà, ça fait des débouchés pour les mathématiciens. Ça, c'est évidemment une grande chance qu'on a. C'est que si on a un goût pour les mathématiques, non seulement c'est quelque chose qu'on peut cultiver pour le plaisir, mais en plus, ça va nous donner un job. C'est mon cas. J'ai choisi les maths sans savoir quels seraient les débouchés et j'ai beaucoup aimé ça. Il s'avère qu'il y a eu des débouchés pour moi dans ce que j'aime faire. Et maintenant, je vais vous présenter donc un tout petit peu la section de mathématiques. Donc, notre section de mathématiques est de relative petite taille. Nous avons 14 professeurs. Sylvain, par exemple, est professeur. 10 enseignants-chercheurs. Je suis enseignant-chercheur. À peu près en ce moment 45 assistants doctorants, donc c'est des étudiants qui font une thèse, et des post-doctorants, c'est des gens qui ont déjà des thèses mais qui continuent leur recherche au sein de la section. Tout ça, c'est l'ensemble des gens qui travaillent au département de mathématiques, à notre section de mathématiques, et qui donc sont impliqués dans l'enseignement en particulier, et la recherche, mais en particulier l'enseignement. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui sont là. Et par contre, on a, disons, un relatif petit nombre d'étudiants. Je n'ai pas de chiffre officiel, mais disons à peu près 150 en ce moment, si on compte tous les étudiants, bachelor et master. Le résultat, c'est donc une ambiance familiale. Je mets ça entre guillemets, mais un encadrement de qualité, ça, je mets ça sans guillemets. C'est sûr que ce n'est pas dans n'importe quelle section qu'on a un aussi grand nombre d'enseignants par étudiant. Donc, du coup, on peut vous encadrer de manière assez personnalisée, par exemple en offrant ces travaux pratiques dont je parlais précédemment. Une autre raison de choisir notre section pour vos études, c'est quelque chose qui vous touche peut-être un peu moins que ce que j'ai dit avant en ce moment, mais sachez pour la suite de vos études, si vous voulez rester chez nous, on est un département qui non seulement peut offrir un encadrement de qualité, mais en plus, il y a vraiment une véritable excellence académique. Vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle la médaille Fields. C'est un petit peu le prix Nobel des mathématiques. C'est la plus haute distinction qui existe en maths. Et on a 3 médaillés Fields qui sont liés à Genève. Donc, Vaughan Jones, qui a fait son doctorat à Genève, Stanislas Smirnov, qui est professeur à Genève, et Martin Herrer, qui a fait ses études à Genève. À vrai dire, non seulement il a fait ses études à Genève, il était à côté de moi. Il a commencé ses études en 94. Il était à côté de moi, c'est un ami. Je dis ça pour une raison simple, c'est parce que vous voyez que ces médaillés Fields sont chacun liés à Genève d'une manière différente. Martin Herrer, il a fait ses études à Genève. Vaughan Jones, son doctorat. Et Stanislas Smirnov, il est prof à Genève. Donc, ça veut dire qu'à tous les niveaux de la hiérarchie, si vous voulez, on a des gens qui se sont distingués. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose d'assez remarquable, c'est-à-dire qu'on fournit un encadrement pour des études qui peuvent permettre potentiellement à quelqu'un d'aller jusqu'à la médaille Fields, Martin Herrer. On fournit des encadrements de thèse qui peuvent permettre à quelqu'un potentiellement d'aller vers la médaille Fields, Vaughan Jones, et on a des professeurs qui ont la médaille Fields, Stanislas Smirnov. Donc, tout ça vient avec une très grande visibilité internationale au niveau de la recherche,
dans plein de domaines. J'en ai listé un certain nombre ici. Et on a un pôle de recherche qui s'appelle SwissMap, qui est donc un pôle de recherche sur la physique mathématique. Pour en savoir plus, je vous recommande de passer à notre stand, entre guillemets, virtuel. Donc, entre midi et 16 heures, on a notre stand. J'y serai, Sylvain y sera, enfin, on prendra, ce ne sera pas tous en même temps. Il y aura aussi des membres plus juniors de notre section qui seront là. Je vous conseille aussi, le cas échéant, de consulter ma page de conseiller académique, dont j'ai mis l'adresse ici, vous la trouvez facilement sur Internet. Et donc, il y a plein de liens pour toutes sortes de, voilà, je sais pas, les règlements, etc., etc. Donc là, ça permettrait normalement d'en savoir plus. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Ce que je vous propose, c'est que je vois qu'il y a déjà 2 questions via le chat. Donc, peut-être je vais juste répondre à ces questions. Pour être enseignant en maths, faut-il le bachelor ou aller jusqu'au master en maths? Voilà, c'est une bonne question. Donc, pour être enseignant en maths, effectivement, il faut faire le bachelor, ensuite il faut faire le master, et ensuite il faut intégrer, en tout cas à Genève, ensuite il faut intégrer ce qui s'appelle l'IUFE, l'Institut universitaire de formation des enseignants. Alors, ça dépend un petit peu des cantons, d'accord, mais à Genève, c'est comme ça. Et à l'IUFE, vous devez faire, disons, 1 an et demi d'études à peu près. Donc, c'est un cursus assez long. Mais voilà, effectivement, le bachelor ne suffit pas. Je vois, après 2 ans de prépa maths en France, peut-on intégrer l'Uniger en 3e année? Alors, ça dépend. Donc, il y a des systèmes d'équivalence, mais je ne peux pas vous répondre spécifiquement par rapport à votre cas. Mais bien sûr, mais il y a vraiment des systèmes d'équivalence. Donc, vous pouvez vous inscrire en bachelor, vous montrer les examens que vous avez déjà passés, et ensuite, voilà, il y a une personne chargée d'équivalence, qui n'est pas moi, qui vérifie. On a des systèmes d'équivalence et vous intégrez le bachelor avec un certain nombre d'équivalences. Je ne peux pas vous dire exactement combien vous en auriez. Autre question. Les personnes qui n'ont pas la moyenne en maths en 3e du collège peuvent-elles aspirer à un bachelor en maths? C'est pour un pote, bien sûr. Alors, c'est aussi une bonne question. Donc, disons, il faudra déjà que votre ami puisse passer en dernière du collège et avoir sa maturité, ça c'est sûr, sinon il ne pourra pas. Mais sinon, disons, il faut peut-être dire que les mathématiques qu'on voit à l'université sont quand même un petit peu différentes des mathématiques qu'on voit au collège. Donc, ça va être vraiment basé sur le raisonnement, sur la démonstration, etc. Donc, il n'est pas impossible que votre ami, en fait, ait un goût pour les maths de l'université sans avoir un goût pour les maths du collège. Mais disons que c'est quand même, il y a relativement peu de chances. Donc, ce n'est pas du tout impossible, mais je lui conseillerais à votre ami de se renseigner bien avant sur savoir comment se passent les maths à l'université avant de s'inscrire. Est-ce qu'on peut faire enseignant et chercheur en maths? Alors oui, c'est mon cas, c'est le cas de mon collègue Sylvain. Mais maintenant, à ce moment-là, c'est enseignant à l'université. D'accord? Donc, enseignant dans le secondaire et chercheur en maths, vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, vous serez chercheur bénévole, si vous voulez. Vous serez chercheur pour votre plaisir. D'accord? Lorsque vous êtes enseignant dans le secondaire, vous n'êtes pas payé pour faire de la recherche. Alors, mais il y a des cas célèbres d'enseignants dans le secondaire qui ont fait de la recherche de très bonne qualité, ça existe, d'accord? Mais ce n'est pas un travail officiel, disons. Si nos bases en maths ne sont pas très bonnes, peut-on quand même faire ce bachelor? Y a-t-il des remises à niveau pendant l'été? Il n'y a pas de remise à niveau officielle pendant l'été. Si vos bases en maths ne sont pas très bonnes, je vous conseillerais de vous remettre à niveau en effet. Mais ce qui va se passer de toute façon, c'est que quand on arrive en première de bachelor, essentiellement, on recommence tout à zéro. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on peut voir les choses un peu comme ça. Donc, pour vous donner une idée, moi-même, quand j'étais au collège, j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque latine. Et je suis arrivé à l'université en me disant, zut, je vais être très en retard par rapport à ceux qui ont fait scientifique. Vous voyez, si vous voulez, maths fort, maintenant. Et en fait, franchement, après 2 semaines, tout le monde était au même niveau. C'est-à-dire que ça va tellement plus vite. On recommence assez bas et ça va tellement plus vite que si vous avez les moyens de vous remettre à niveau
au début de l'année, mais ça va démarrer vite et il faudra travailler fort. Mais les moyens sont là. Mais voilà. Donc, je vous conseillerais de bien revoir quand même pendant l'été, mais la possibilité est là de se remettre à niveau au début de l'année. Euh, Après un bachelor en maths, peut-on rentrer à l'EPFL en master? Oui, donc il y a des passerelles possibles, tout à fait. Et vice-versa. Quelles sont les différences entre la filière maths à l'EPFL et à l'UNIGE? C'est une très bonne question. Donc, les différences sont déjà dans l'encadrement. Donc, vous savez qu'à l'EPFL, vous allez vous retrouver dans des auditoires avec beaucoup plus de gens. Vous n'aurez pas de système de travaux pratiques. Donc, on peut dire que l'encadrement est plus personnalisé à Genève. Je pense que c'est vrai. Ensuite, à l'EPFL, il y a des histoires de… Si vous ratez le premier semestre, vous allez dans un système de mise à niveau. On n'a pas ce système-là à Genève. Donc, l'ambiance est différente. Moi, je n'ai pas fait mes études à l'EPFL, mais d'après ce que j'entends des étudiants, l'ambiance est différente. L'ambiance est un peu plus familiale chez nous. Par ailleurs, bien sûr, si vous souhaitez une carrière dans l'industrie, alors à ce moment-là, le PFL est peut-être souhaitable. Donc, sans doute que dans l'industrie, ils vont préférer quelqu'un qui a fait le PFL, une école d'ingénieur, que la section mathématiques, sans doute. Donc, il y a quelques petites différences, mais ce n'est pas énorme. Il y a vraiment, si vous faites un bachelor dans l'un des deux, vous pouvez passer au master de l'autre sans problème. Est-ce qu'on peut devenir enseignant en maths dans un pays étranger si nos diplômes sont suisses? Là, ça dépend des pays. Vous voyez, c'est possible, mais il n'y a pas de règle universelle. De même, pour les cantons, il faut faire un petit peu attention. Donc, pour les cantons, il faut bien vous renseigner à l'avance. Si vous voulez enseigner dans un autre canton, regardez quelles sont les règles. D'accord. Il y a des choses uniformes du type avoir un master et 120 crédits dans la branche principale et 90 crédits dans la branche secondaire. Il y a des choses comme ça qui existent, mais faites bien attention que voilà, renseignez-vous si vous voulez enseigner à l'étranger ou dans un autre canton. Comment se passent les examens pour passer d'année en année? Donc, les examens, vous en avez en janvier-février, à la fin du premier semestre, sur les cours du premier semestre. Vous en avez en juin sur les cours du second semestre. Et ensuite, en septembre, les examens de rattrapage sur toute l'année. Et ensuite, donc voilà, c'est un examen par cours essentiellement. Et vous devez avoir 4, la note suffisante, c'est 4, vous devez avoir 4 à chaque examen. Vous ne pouvez pas faire de moyenne entre les cours, rattraper un cours avec un autre. D'accord. Et peut-être que ce sera la dernière question. Quel métier débouche d'études en maths hors professeur et métier en finance? Donc, je n'ai pas d'autres débouchés à vous citer que ceux que j'ai déjà cités. Mais donc, c'est important de quand même savoir que un bachelor en maths, ce n'est pas des études professionnalisantes. Vous apprenez pas un métier, d'accord? Vous apprenez des maths c'est une connaissance très utile pour énormément de métiers possibles, d'accord? Mais ça ne cible pas un métier en particulier. D'accord. Même le métier d'enseignant en maths, d'accord? Vous n'allez pas l'apprendre en maths, vous allez apprendre la matière, les mathématiques, mais ensuite, le métier d'enseignant en maths, vous l'apprendrez à l'IUF. Okay. Donc, encore une fois, on ne vous forme pas pour un métier, mais on vous donne une base qui est suffisante pour un très grand nombre de métiers possibles. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces questions. Et je vais passer la parole à Sylvain pour sa présentation. Puis peut-être qu'à la fin, vous pourrez encore poser des questions là-dessus. À toi, Sylvain. Merci David. Bonjour aux 95 participants. Donc moi, je vais vous parler de mathématiques appliquées. Donc notre but ici en tant que chercheur à l'Université de Genève, c'est d'être enseignant, donc de vous enseigner et de faire de la recherche. Et un produit typique de recherche, c'est par exemple un article scientifique, comme vous voyez ici, et c'est l'histoire de cet article scientifique dont je vais vous parler. Alors, un article scientifique, il y a un journal qui s'appelle Journal of the American Statistical Association. Ça a été publié en 2020. Voilà, c'est assez récent. Et puis là, on voit apparaître mon nom ici, mais on voit aussi apparaître un collègue de Genève qui fait de la cosmologie, un autre collègue de Genève qui fait de la cosmologie, et quelqu'un qui faisait une thèse avec moi, qui est actuellement prof en Colombie, dans une université colombienne. Voilà, donc ça, c'est le produit de notre recherche. Vous voyez des images ici. Et je vais vous montrer ces images et je vais vous raconter l'histoire de cet article. Voilà. Et vous allez voir qu'à travers cet article, on a modélisé des phénomènes physiques avec des équations mathématiques. Donc, c'est ce que je vais vous parler de ça maintenant.
Donc moi, je m'appelle Sylvain Sardy, je suis statisticien et j'enseigne les statistiques, les probabilités, l'optimisation et ce qu'on appelle le machine learning. Le machine learning, c'est l'extraction de l'information de données. C'est ce qu'utilisent Google, Facebook, Tesla, etc. C'est une science assez moderne qui utilise l'informatique, les mathématiques, les probabilités, énormément d'outils mathématiques pour résoudre des problèmes concrets. Donc là, je vais vous parler d'un problème concret que quelqu'un m'a présenté. Donc, c'était Dominique Ecker, un cosmologue de l'Université de Genève. D'ailleurs, la cosmologie, c'est un très bon département à l'Université de Genève également, l'astrophysique en général. Et donc, il est venu il y a quelques années me voir avec une image, telle que l'image qu'on voit ici. Et donc, il m'a raconté que ce qu'on voyait au centre de cette image ici, donc déjà que cette image a été prise par un télescope qui avait été embarqué à bord d'un satellite. Et ce télescope, il me dit que le télescope, il pointe dans des régions du cosmos, un peu comme l'astrophysicien le désire. Et là, il pointait vers une région du cosmos où, au centre de cette image ici, on voit ce qu'ils appellent un amas de galaxies. Et ces amas de galaxies émettent des particules, et ces particules viennent taper des capteurs du télescope. Et plus une région du cosmos émet des particules, plus le capteur dans cette région va recevoir des particules, et plus les pixels de cette image vont être rouges. Par contre, en périphérie, ici, on voit des régions plus sombres, c'est des régions où il y a moins d'émissions de particules. Et donc ça, c'est la première particularité de son image, c'est que donc il pointe vers un amas de galaxies. Et lui, ce qui l'intéresse, son but ultime, c'est de comprendre la répartition, la densité de gaz au sein de cet amas de galaxies. Donc au centre, ici, il y a une forte densité de gaz, et plus on s'éloigne en périphérie du centre de cet amas de galaxies, plus la densité gazeuse diminue. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est comprendre le profil de la décroissance de cette densité gazeuse quand on s'éloigne du centre des galaxies. Donc ça, au bout d'un quart d'heure, j'avais un petit peu compris son principe. Mais comme vous, je pense, il y a des trucs dans cette image qui m'interpellent. Le premier truc qui m'interpelle, c'est ces lignes en travers. Là, je me dis, mais c'est quoi ces trucs-là? Ça ne fait pas partie de... C'est le cosmos, il n'est pas comme ça, il n'y a pas des lignes dans le cosmos. Il m'a dit, ah oui, je t'ai oublié de te raconter qu'en fait, le télescope, en fait, il est fait de plaques électroniques. Et ce qu'on voit ici, c'est à la jonction des plaques, on a moins de réceptivité, moins de sensibilité du télescope, et on a du mal à enregistrer les particules le long de ces intersections des plaques. Mais il dit, heureusement, on connaît la sensibilité du télescope, et ça, on arrive à l'intégrer. Je dis, OK, c'est intéressant. Et ça sera aussi intégré mathématiquement, grâce à des outils mathématiques. Il va falloir qu'on intègre ces phénomènes d'intersection entre plaques. Une autre chose que vous observez également, je pense, c'est ces points qu'on voit ici. On voit des régions du cosmos où il y a des fortes décharges de particules. Il m'a dit, ah oui, mais ça, en fait, ça s'appelle en anglais des point sources. Il dit, c'est des régions qui sont très loin dans le cosmos, très, très loin, beaucoup plus loin que les amas de galaxies. Et c'est des régions du cosmos qui sont très, très petites, beaucoup plus petites qu'un pixel. Et c'est des régions qui émettent énormément de particules. Voilà. Et ces régions-là, elles viennent un petit peu nous ennuyer pour estimer ce qui se passe dans cet amas de galaxies-là. C'est des points on aimerait s'en débarrasser, mais malheureusement, ils sont là. On aimerait donc bien réussir à reconstruire la densité gazeuse de cette galaxie-là sans être altéré par l'existence de ces point sources. Je dis, OK, c'est intéressant. Il va falloir aussi intégrer ça mathématiquement. Et puis, mais je lui dis, mais attention, mais tu me dis là que les point sources, ils sont plus petits qu'un pixel. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois des amas de galaxies qui ont l'air beaucoup plus gros qu'un pixel. J'ai oublié de vous dire, cette image, elle fait 500 pixels fois 500 pixels. Ça fait beaucoup de pixels, une assez haute résolution avec ce télescope. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des point sources ici qui sont beaucoup plus gros qu'un pixel. Il me dit, ouais, mais c'est vrai, j'ai oublié de te dire qu'en fait, le télescope, il y a un phénomène de floutage, un peu comme
avec certains appareils photo, quand on n'a pas le bon focus, on voit flou. Et pourquoi est-ce qu'on voit flou? C'est parce que une région du cosmos envoie des particules dans une direction, mais des fois, c'est des détecteurs voisins qui vont détecter des particules. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir quelque chose de très précis, c'est un peu comme si vous étiez myope, le télescope est un petit peu myope, il a tendance un peu à avoir flou. Et ça aussi, il faut intégrer ce phénomène de floutage. Voilà, donc c'est beaucoup de choses à intégrer pour enfin arriver à comprendre ce qui se passe. Donc voilà, donc au bout d'une heure, j'ai un petit peu compris son problème et ça m'a amené à dessiner cette petite illustration pour vous faire comprendre un peu sa problématique. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le télescope qui est ici. On voit ici au centre un amas de galaxies. Donc il pointe vers cet amas de galaxies. C'est l'amas de galaxies. Des amas de galaxies, il y en a des millions dans le cosmos. Là, on s'intéresse à un amas de galaxies particulier. Le chercheur ensuite peut dire non, j'ai envie de visiter telle autre région de l'espace. Ils vont visiter plusieurs. Là, pour l'instant, on se concentre sur celui-là. Donc là, on voit l'amas de galaxies. Et puis, on voit ici des points ici qui sont ce qu'ils appellent des point sources, qui envoient des particules dans toutes les directions, mais notamment qui envoient des particules dans la direction du télescope et qui vient compter en fonction de la latitude et de la longitude galactique XY, qui va venir compter le nombre de particules qui va venir taper le capteur. Et ça va créer, le télescope va créer une image. Et voilà l'image qu'on voit ici, qui est l'image que je vous avais montrée précédemment. Donc voilà, donc voici la problématique. On a une matrice, on a une image, une matrice de données, qui sont des comptages de particules. Et à partir de ces comptages de particules, donc c'est une image 2D, on aimerait faire une reconstruction 3D de la densité gazeuse de cet amas de galaxies. Voilà, c'est la problématique du cosmologue. Et moi, en tant que statisticien, c'est de réussir à extraire l'information de cette plaque, de cette image 2D, extraire l'information qu'il y a à l'intérieur pour reconstruire l'image 3D de la dispersion gazeuse, la densité gazeuse de cet amas de galaxies. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là avant qu'on commence à écrire un petit peu des formules mathématiques? Est-ce que je vois est-ce qu'on voit des questions? Chat? Ça flingue, ça flingue. C'est bien fait. Ok, sympa. Je ne sais pas si on parle de moi ou de David, mais je trouve que David c'était bien fait aussi. Ok. Ça flingue, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça dépote, enfin, ça va être pas mal, quoi. Alors, j'ai perdu le fil de mon truc. Ok, je suis ici. J'ai perdu mon écran. Super. Ça y est. Alors, donc voilà la problématique. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce problème? On a donc des données I, et j'ai choisi I parce que c'est une lettre qu'on utilise souvent en maths pour des nombres entiers. I, c'est le comptage de particules. Il y en a 3, il y en a 10, il y en a 1000. Ça dépend de quelle région du cosmos on pointe, vers laquelle région du cosmos on pointe. Et ces données IJ, I sont indexées par une latitude et une longitude galactique. Ça dépend où est-ce qu'on pointe dans l'espace. Donc c'est notre image, ce sont nos données. Et l'intensité I de chaque pixel, donc des pixels, on en a 500 fois 500, d'accord? L'intensité I des pixels est proportionnelle au nombre de particules émises par la région XY du cosmos. Voilà. Et au centre de cette image, il y a un amas de galaxies de densité gazeuse, F, c'est une fonction, vous savez tout ce que c'est qu'une fonction, F de X, Y, Z. Donc, en fonction de la latitude, la longitude et la profondeur, la distance qu'on a du télescope Z, on a une certaine densité gazeuse, qui est inconnue. Et le but ultime du cosmologue, c'est de comprendre à quoi ressemble cette fonction. Lui donner des valeurs pour tout X, Y, Z, et lui donner une valeur. Alors, une autre caractéristique de ce problème, c'est qu'on a vu qu'il y avait la présence de sources ponctuelles, que je vais appeler S de XY. Donc, pareil, en toute latitude et longitude XY, il y a ou pas une source ponctuelle. Et ces sources ponctuelles sont très émissives, elles émettent de fortes décharges de particules. Et vu que ces sources sont rares, la plupart du temps, S de XY est égal à 0.
On est dans une région de l'espace où il n'y a pas de point sources, de sources ponctuelles, et donc ça vaut 0. Par contre, quand c'est différent de 0, ça a tendance à être très élevé. Voilà. Il y a des défauts dans cette image. On a vu qu'il y avait des lignes, l'intersection des plaques électroniques. Il y a des défauts, et ça, il va falloir intégrer. Il ne faut pas être influencé ni par les défauts des lignes entre plaques électroniques, ni être influencé par ces point sources pour reconstruire cette fonction f. Donc, on aimerait, donc en résumé, c'est à partir de ces données i, qui sont des comptages, on aimerait reconstruire f sans être influencé par les points sources et sans être influencé par les défauts de l'image. Et en plus, on a le phénomène de floutage. Donc, on aimerait en plus ne pas être influencé par le phénomène de floutage. On aimerait intégrer le floutage dans la reconstruction de la fonction f. Voilà, donc c'est notre but. Le but du statisticien, c'est d'extraire l'information qui est dans I pour estimer la densité gazeuse f de x, y, z pour tout amas de galaxies. Donc, la méthode universelle, quel que soit l'amas de galaxies, quelle que soit l'image donnée, on aimerait trouver la fonction f qui lui correspond, ou une bonne approximation de la fonction f qui lui correspond. Donc, c'est là que le mathématicien appliqué intervient. Je suis mathématicien appliqué. Et je fais appel à certains outils de mathématiques pour essayer d'intégrer toutes ces caractéristiques. Donc ça, c'est le modèle que j'ai développé avec mon collègue cosmologue Dominique et mon thésard Jairo. Donc on appelle. Donc là, vous n'êtes pas forcément obligé de tout comprendre, mais l'idée c'est de voir un petit peu comment on utilise certains outils pour modéliser ce problème. On appelle la matrice qui représente la sensibilité du télescope. C'est-à-dire que la sensibilité du télescope est faible à l'intersection entre deux plaques. Donc une matrice E, c'est un tableau de chiffres. Et on a une matrice E qui a pour dimension 500 x 500, et chaque entrée de la matrice E correspond à une région du télescope. Soit on est sur une région où on est sur l'alignement de deux plaques électroniques, auquel cas E, la matrice de sensibilité va être faible, soit on est à l'intérieur d'une plaque, auquel cas la sensibilité est élevée. Ça, c'est quelque chose qui est connu par les personnes qui ont construit le télescope. Donc E est connu, mais c'est une matrice. B, c'est la matrice qui représente le floutage. Donc, c'est le phénomène de floutage, le phénomène de myopie du télescope, quelque chose qui peut être intégré aussi grâce à une matrice B qui est également connue par les gens qui ont construit le télescope. Ensuite, les données I, qui sont ces comptages qui sont indexés par la latitude et la longitude, on les voit comme des réalisations de variables aléatoires. Donc là, on fait l'appel aux probabilités. D'accord ? C'est-à-dire que si je prends une image maintenant d'une région du cosmos, je vais avoir des données I. Et par contre, si je reprends la même image une heure plus tard, alors que le cosmos n'a pas changé, j'aurai une autre matrice de données. Pourquoi ? Parce que les émissions de particules, elles sont faites de façon aléatoire. C'est comme quand vous faites des piles ou faces. Des fois, vous avez beaucoup de piles, des fois, vous avez beaucoup de faces. Mais il y a des émissions, quelque chose d'aléatoire. Et pour modéliser cet aléatoire, il faut faire appel aux probabilités. D'où cette idée de dire que les données I proviennent de variables aléatoires grand I. C'est la notation qu'on utilise en probabilité. Le tilde ici dit qui suit une loi de Poisson. D'accord ? Poisson, c'était un mathématicien français qui a donné son nom à une loi de probabilité, la loi de Poisson. Et la loi de Poisson est paramétrisée par un paramètre mu, et plus mu va être grand pour une région XY du cosmos, plus l'intensité, plus les données auraient tendance, plus on aura tendance à avoir de forts comptages. Donc le paramètre mu va être élevé au centre d'un amas de galaxies, par contre mu va être beaucoup plus faible en périphérie. Donc ça, c'est la partie probabiliste du modèle. Et donc mu, nous, on a parlé aux cosmologues, nous, on sait que mu, c'est la composition du blurring, du phénomène de floutage, composé avec la matrice de sensibilité du télescope, composé avec ce que j'appelle ici le paramètre eta. Et qu'est-ce que c'est que le paramètre eta ? On le voit sur cette image-là. Le paramètre eta, c'est chaque pixel, chaque région de l'image ici fait face à une région du cosmos, et l'intensité d'un pixel ici va être proportionnelle à l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de ce qui se passe dans le rayon d'action qui est indexé par XY, la latitude et la longitude galactique. Par exemple, ici, au cœur de l'image, il y a beaucoup d'intensité. Pourquoi ? Parce que l'intégrale
parce que ce télescope ici, il va collecter tout ce qui se passe sur la ligne qui part du télescope jusqu'à l'infini. Et notamment ici, on voit une ligne ici qui passe non seulement à travers le centre du cluster, mais en plus qui passe par un point source. Voilà. Par contre, une autre ligne ici qui va de 0 jusqu'à l'infini, cette région-là, elle traverse très peu de régions qui émettent des particules. Et ben, l'intégrale de 0 à l'infini ici va être très faible. Donc, voilà pourquoi je vous parle ici d'intégrale, le paramètre état, ça va être l'intégrale de 0 à l'infini de F, la densité gazeuse de la masse galaxie. Si on est en périphérie, F va être très faible. Si on est au centre de la masse galaxie, F a tendance à être beaucoup plus élevé. Plus S, et vous souvenez-vous ce que c'est que S? S, ce sont les sources ponctuelles. La plupart du temps, ça vaut 0, mais des fois, S est très élevé. S est inconnu. Donc ici, on a deux inconnus. On a la fonction de densité gazeuse et on a les sources ponctuelles qui sont inconnues. Et à travers ce modèle-là, on arrive à intégrer quoi? On arrive à intégrer le blurring, on arrive à intégrer la sensibilité du télescope, on arrive à intégrer le fait que chaque pixel fait face à une région du cosmos et intègre tout ce qui se passe entre le télescope jusqu'au fin fond du cosmos, d'où cette intégrale de 0 à l'infini. Et on arrive aussi à intégrer les sources ponctuelles qui peuvent venir se rajouter pour émettre ou pas des particules. Et la partie probabiliste, la partie aléatoire du phénomène, est modélisée par une variable de Poisson. Voilà. Donc, des mathématiques, ce sera des objets que vous allez étudier. Les variables aléatoires, vous ferez ça en probabilité. Les matrices, vous ferez ça en analyse. Les intégrales, vous ferez ça en analyse. Enfin, il y a beaucoup d'outils que vous allez apprendre et que vous avez certainement déjà appris. Certains d'entre vous ont déjà vu ce qu'étaient les matrices. Le problème ici, c'est qu'on a un grave problème sur ce qu'on fait ici, c'est qu'on cherche à reconstruire une fonction 3D, f de x, y, z, cette densité gazeuse, à partir d'une image 2D. Et ça, c'est impossible. Il y a une infinité d'images 3D qui vont venir se projeter en dimension 2 qui seront la même chose. Donc, il faut qu'on fasse une hypothèse supplémentaire. Et l'hypothèse qu'on va faire, c'est que la fonction de densité gazeuse, elle est radiale. C'est que f de x, y, z, c'est simplement une fonction f qui dépend de la distance r d'un point au centre de la masse galaxie. Donc, quelle que soit l'hypothèse qu'on fait, c'est quel que soit le point où on est dans la masse galaxie, qui a la même distance r du centre de la masse galaxie, quel que soit ce point-là, on aura la même densité gazeuse. Ce qui veut dire qu'on pense que les amas de galaxies sont globalement sphériques. Leur distribution est globalement sphérique. Ce qui est plus ou moins le cas. On voit sur notre image de départ ici qu'elle n'est pas complètement sphérique. Une petite ellipse ici, ça va peut-être faire un meilleur travail. C'est là qu'il faut faire, quand on fait des maths appliquées, il faut faire des compromis entre complexité du modèle et la réalité. Donc ici, nous, on va dire qu'on a un amas de galaxies qui est sphérique et qui vient se projeter sur une image 2D. On fait cette hypothèse-là. Et déjà, ça nous simplifie énormément la vie. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'estimer une fonction qui dépend de 3 variables, on n'a plus qu'à estimer une fonction univariée qui dépend de la distance r d'un point au centre de la masse galaxie. Ça simplifie beaucoup la vie. Voilà. Et grâce à ça, l'intégrale qui va de 0 à l'infini de cet objet 3D devient simplement quelque chose qu'on appelle la transformée d'Abel, l'opérateur d'Abel. Abel étant un grand mathématicien également, qui a donné son nom à cette transformée, la transformée d'Abel de cette fonction univariée petit f. Et à la fin, quand on met tout ensemble, qu'est-ce qu'on a? On voit que nos données petit i, l'image que capture le télescope, on voit ça comme la réalisation d'une variable de Poisson qui a pour paramètre quoi? Le blurring appliqué à la matrice de sensibilité, appliqué à la transformée d'Abel de cette fonction f qui est inconnue, que cherche le cosmologue, plus des point sources, donc plus une matrice S, qui est la plupart du temps vaut 0. Les entrées, la plupart du temps, valent 0, parce qu'il n'y a pas de point de source. Par contre, quelquefois, il y aura des points de source qu'il va falloir identifier pour ne pas affecter la reconstruction de cette fonction univariée petit f. Voilà, donc voilà au bout de quelques semaines, à quoi on est arrivé en parlant avec le cosmologue. De là, ensuite, il faut développer des outils dont je ne vais pas vous parler pour extraire l'information de I sur la base de ce modèle. Et à la fin, au bout de plusieurs années de travail et beaucoup de ténacité et beaucoup de travail, David vous parlait de travail. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière depuis la première année de bachelor. Ça allait crescendo jusqu'à la fin de ma thèse.
et ça a encore continué après. On a beaucoup travaillé. Et sur ce papier-là, notamment, j'ai encore beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat. Alors, ce résultat, qu'est-ce que c'est? Le cosmologue nous a donné 5 images réelles d'amas de galaxies. Voilà. L'image en noir ici, c'est notre reconstruction des points sourceuses. Bon, j'en parle pas trop ici parce que la granulité d'un écran d'ordinateur ne nous permet pas trop de bien voir ces points sourceuses. Ces points de source. Mais par contre, on va regarder la reconstruction de la densité gazeuse. Donc, au centre, sur l'axe des X, ici, on a petit r, la distance à l'origine au centre de l'amas de galaxies. Et quand on est au centre de l'amas de galaxies, la densité gazeuse est très élevée. Et plus on s'éloigne, plus ça décroît. Donc, le cosmologue s'attendait à ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la rapidité de décroissance. Donc, on voit que selon la région du cosmos vers lequel il pointait, notre extraction d'informations de l'image pour reconstruire cette fonction univariée petit f, qu'on donne en rouge ici, est différente. Alors, on a des décroissances faibles ici, des décroissances plus rapides pour celle-là, et ça intéresse énormément le cosmologue. Et aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, il y a ce télescope qui est en train de tourner autour de la Terre et qui continuellement capture des données. Et il fait face à des régions du cosmos et constamment, il applique notre algorithme qu'on a programmé dans un langage qui s'appelle Python et C++ pour constamment produire au cosmologue ces fonctions rouges que lui, en plus, ensuite peut regarder, peut classifier en fonction de phénomènes qui l'intéressent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Donc, comment on part d'un problème réel et comment, grâce aux outils mathématiques, on construit des modèles probabilistes, mathématiques, qui permettent de résoudre, de répondre à des questions de scientifiques. Je vous ai parlé de cosmologie, mais j'ai travaillé, et les gens du département qui font des maths appliquées travaillent, et même des maths pures, travaillent avec des physiciens, des biologistes, des chimistes, des neurosciences, des médecins, d'accord, etc. On travaille avec beaucoup de monde. Régulièrement, j'ai des étudiants en master ou en thèse qui viennent me voir, qui sont en chimie, qui sont en neurosciences, parce qu'ils ont des problèmes de mathématiques. Voilà, donc c'est un peu le but du mathématicien. Donc j'espère que ce petit exemple de mathématiques appliquées vous a motivé à venir nombreux participer au développement des mathématiques et à l'enseignement des mathématiques à la section de mathématiques de Genève. Et je suis là maintenant pour répondre à vos questions.